Et cette amélioration se manifestait par un enfant plus calme, moins stressé, avec moins de battements répétitifs des mains, flapping, et un meilleur sommeil, et ils commençaient tout simplement à se souvenir de mots qu'ils avaient utilisés autrefois, 5 ans auparavant dans de nombreux cas. Les mots revenaient progressivement. Et c'était fascinant. C'était un véritable effet de provocation, car si ensuite l'enfant arrêtait le régime ou faisait un écart alimentaire, par exemple en allant... Docteur Wakefield, je le formulerai ainsi. L'autre vous a frappé avec ce qu'il croyait être un vulgaire bâton. Au lieu de fuir ce bâton, vous l'avez accueilli comme une canne à sucre. On dirait que vous vous êtes dit, je vais en extraire tout le jus. Et depuis, vous n'avez cessé de presser, et de presser encore et encore. Absolument. Je veux dire, nos résultats constituaient une invitation à mener beaucoup plus de recherches sur ce sujet. Et c'est ce que nous avons dit. Et à l'époque, comme vous l'avez vu, j'ai demandé la réalisation d'études complémentaires, mon propre programme de recherche a été complètement saboté. Beaucoup des questions que nous avions posées à l'époque, toutes ces questions auraient été résolues depuis des années, au bénéfice des enfants autistes, soit pour confirmer, soit pour infirmer ce que nous disions, d'une manière ou d'une autre. Ces questions Bienvenue à vous dans notre série d'émissions. Enrichis l'enrichi ou un savoir plus rare que familier vous est transmis, rare au point qu'il semble être des pépites d'or issues des profondeurs d'un iceberg. Vous êtes prêts, vous qui nous avez rejoints. Vous êtes prêts à aller dans les profondeurs de l'iceberg. Quel autisme! Vous êtes prêts pour ce voyage hors du familier. Enrichi met en lumière les défauts potentiels des perspectives sur l'autisme. Un savoir qui peut potentiellement vous aider à faire évoluer votre perspective de l'autisme hors des sentiers battus. Et plus encore, car vous êtes prêts et disposés. Votre présence n'est pas un hasard, mais simplement un témoignage que vous êtes prêts à regarder au-delà de cette barrière également appelée autisme. Vous êtes prêts, vous qui nous avez rejoints. Et à nous écouter attentivement. Vous êtes prêts à nourrir votre esprit avec des aliments sains et délicieux. Vous êtes prêts à nous rejoindre dans ce beau voyage afin que l'autisme, vu autrement, se manifeste de plus en plus. Vous qui m'avez rejoint. Personnes qui se sont sacrifiées pour que la vérité concernant l'autisme ressorte. C'est la raison pour laquelle il est important que vous fassiez vos propres recherches en vue de découvrir ces informations et mieux aider les enfants. Tels furent mes propos envers des participants à ma formation, l'une de mes formations, l'autisme en iceberg. Et devinez quoi? Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir l'une de ces personnes, une personne qui inspirera mes propos. Rouleau bravo pour sa persévérance, sa ténacité, son courage, son dévouement et son impact, non seulement auprès des enfants autistes, mais également auprès des familles et bien au-delà, comme nous le verrons. Allô à tous, je suis Maha Louvoine. Bienvenue dans notre émission Enrich Enrichi, l'émission pour ceux qui sont prêts à faire la différence. Enrich Enrichi
est un espace où des pépites d'or d'informations concernant l'autisme sont délivrées, c'est-à-dire des informations rares mais essentielles pour une compréhension approfondie de l'autisme. Lors de nos 2 émissions précédentes, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'accueillir 2 pépites de personnes. D'abord, le professeur Philippe Imbert, dermatologue spécialisé dans les infections parasitaires. Ensuite, le docteur Paya, directeur scientifique des laboratoires Quinton situés en Espagne. Ces 2 émissions sont également disponibles sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'une de ces personnes qui inspirera mes propos relatés précédemment, gastro-entérologue, maintenant producteur de films, nous honore de sa présence. Dr. Wakefield, c'est un plaisir de vous accueillir pour cette 3e émission. Bonjour et bienvenue, Dr. Wakefield. Can you please introduce yourself to our audience? Pouvez-vous vous présenter à notre public en prenant aussi le temps d'expliquer comment tout a commencé? Comment vous êtes-vous intéressé à l'autisme? Bien. Merci beaucoup de m'avoir invité à l'émission. C'est un plaisir d'être ici. Je n'ai jamais été avec Guadeloupe dans les Antilles françaises auparavant. Merci beaucoup. Où tout cela a-t-il commencé? J'étais l'une des 6 générations de ma famille à se lancer dans la médecine. Et pas seulement cela, ils sont allés dans la même faculté de médecine et ont obtenu leur diplôme de la même faculté de médecine, Saint-Mary's Hospital à Londres. Je suis devenu gastro-entérologue universitaire. J'ai commencé comme chirurgien. Et quand je travaillais à Toronto, au Canada, nous avons fait quelques découvertes qui m'ont conduit à une carrière plus académique en gastro-entérologie, en étudiant la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, les maladies inflammatoires de l'intestin, les maladies épidémiques pour lesquelles nous n'avions pas vraiment de réponse, en ce qui concerne la cause. Et puis j'ai été totalement dans le courant principal, quoi que cela veuille dire, je ne comprends plus trop ce que ça veut dire, mais j'ai réussi tous mes examens et fait tout ce qu'il fallait. Ensuite, en mai 1995, j'ai reçu un appel d'une mère qui disait que son enfant se développait parfaitement normalement, qu'il avait la parole, le langage, et était en interaction avec ses frères et sœurs, aucune inquiétude. Et peu après un vaccin contre rougeole, oreillon et rubéole, il a régressé. Il a perdu toutes ses compétences, la parole, ses capacités motrices, et a finalement été diagnostiqué autiste. J'ai dit, écoutez, je suis vraiment désolé, vous vous êtes trompé de numéro, parce que je ne connais rien à l'autisme. Rien. Quand j'étais à la fac de médecine, on n'en parlait pas. C'était un enfant sur quoi, 10 000, peut-être moins. Je ne savais rien. Il n'y avait aucun enseignement à ce sujet là où j'étais. Alors elle a dit que non, que la raison pour laquelle je vous appelle, c'est parce que mon enfant a de terribles problèmes gastro-intestinaux et que personne ne veut me prendre au sérieux. Je dis aux médecins, je dis aux infirmières, ils disent « Votre enfant est autiste, c'est normal ». Eh bien, non, ce n'était pas le cas. Ce qu'elle décrivait, c'était un enfant présentant un retard de croissance, qui chutait sur ses courbes de percentile, au niveau de sa croissance. Il souffrait de ballonnements chroniques et de diarrhée ou de constipation douloureuse. Il ne mangeait que certaines choses, rejetait tout le reste, avait arrêté de dormir la nuit. Ce qu'elle décrivait sont des symptômes typiques d'un enfant atteint d'une maladie inflammatoire de l'intestin. Et pourtant, les médecins l'avaient écarté. Et donc, l'autre chose qu'elle m'a dite, c'est qu'il y a une épidémie de ce problème particulier. Je connais beaucoup de mères qui ont la même histoire. J'ai donc constitué une équipe de médecins, neurologues, psychiatres, gastro-entérologues très éminents, et nous avons examiné ces enfants, et les mères avaient raison. Comme c'est si souvent le cas en médecine, le patient,
ou dans ce cas les parents du patient, avaient tout à fait raison. La profession médicale. Tout ce que les experts m'avaient appris sur l'autisme était faux. On disait que cela commençait avant la naissance, dans l'utérus, qu'il n'existait pas de régression, que les enfants n'avaient pas de maladie gastro-intestinale, que rien ne faisait de différence. Peu importait la manière dont on les traitait, il n'y avait aucune récupération possible. Placez-les dans une institution et oubliez-les, passez à autre chose, faites un autre enfant. C'est ainsi qu'on m'avait présenté l'autisme. C'était complètement faux. Et ce que nous avons découvert, c'est que lorsque nous traitions la maladie inflammatoire intestinale chez ces enfants, maladie que les parents nous avaient amenés à identifier, il y avait alors une amélioration évidente, une amélioration clinique nette. La parole, le langage revenait dans une certaine mesure, pas complètement. Selon l'âge de l'enfant, plus l'enfant était jeune, plus la récupération était importante. Mais l'effet était fascinant et reproductible. Nous avons donc rédigé un article scientifique à ce sujet. Et puis ma carrière a soudainement pris un tournant très négatif parce que nous menacions les intérêts et profits financiers pharmaceutiques et les politiques gouvernementales, et lorsque vous faites cela, alors vous n'obtenez absolument aucune clémence. D'accord. Alors, comment en êtes-vous arrivé à la production de films? Je remonte quelques années en arrière. À la suite de la publication de cet article et du fait que je parlais de cette question, particulièrement en ce qui concerne le vaccin. Puis j'ai perdu mon emploi. J'ai été accusé de fraude. On m'a accusé d'avoir tout inventé. On m'a accusé de tout ce qu'ils pouvaient me reprocher. Aujourd'hui, après le Covid, le monde connaît bien la culture de l'annulation, cancel culture. Des médecins qui s'opposent aux politiques officielles, des médecins qui disent que le vaccin pose problème, perdant leur emploi du jour au lendemain. Le monde connaît cela désormais. Mais à l'époque, en 1998 à 1999, personne ne connaissait vraiment cela. Donc, c'était moi contre les institutions, les laboratoires pharmaceutiques, les gouvernements, l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé. Et, vous savez, ce fut une période intéressante. J'ai donc perdu mon emploi, ma carrière, mon pays, mon autorisation d'exercer, tout avait disparu. Maintenant, je devais continuer à travailler pour ces enfants. C'était ma conviction profonde en tant que médecin, que c'était à cela que je m'étais engagé. Restait alors la question de savoir comment le faire. Et au fil des années, chose intéressante, des personnes sont venues me voir d'organismes gouvernementaux comme le CDC ou le ministère de la Santé. Ils venaient de l'industrie des fabricants de vaccins, et ils m'ont dit, nous avons participé à une fraude, nous avons fait quelque chose de terrible, et voici les preuves. Et ils me donnaient les preuves. Et je me suis dit, tu sais quoi, cela ferait des histoires fascinantes, des films fascinants. Alors je les transforme en. J'ai commencé à faire des films. Je me suis rendu compte que, dans la clinique, je pouvais peut-être aider un enfant à la fois, communiquer avec un parent à la fois. Mais si je faisais un film, je pourrais parler au monde entier. Je pourrais diffuser le message à des millions de personnes et les informer. Le cinéma, lorsqu'il est utilisé avec intégrité, est un outil très puissant pour faire éclater la vérité au grand jour. Je pense que le film majeur, celui qui a réellement eu un impact, était un film intitulé Vaxxed, From Cover-up to Catastrophe. Et c'était un film sur la fraude commise par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC. Et la force du film ne venait ni de mon opinion ni de celle de mon producteur. J'ai écrit et réalisé le film. Elle venait du fait qu'il s'agissait du scientifique principal du CDC qui s'est manifesté en déclarant « Nous avons commis une fraude. Je ne peux plus vivre avec cela. Voici la vérité et voici les preuves. » Et lorsque les gens ont vu cela, il ne s'agissait plus de savoir s'ils me croyaient ou non. Il y avait le scientifique principal du CDC qui disait « Voilà ce que nous avons fait.
Et c'était une histoire intéressante parce qu'elle concernait le vaccin ROR et l'autisme, et c'est le sujet dans lequel j'étais particulièrement impliqué, et quand j'ai rencontré le CDC de nombreuses années auparavant, en 1981, en 2001, ils m'ont dit, Dr Wakefield, tous les enfants reçoivent le vaccin ROR, mais seuls certains développent l'autisme. Comment expliquez-vous cela? Et j'ai répondu, eh bien, il existe des cofacteurs. Et je pense que l'un de ces cofacteurs est l'âge d'exposition, l'âge auquel vous recevez le vaccin. Pourquoi? Parce qu'avec la rougeole, par exemple, l'évolution dépend de l'âge auquel on l'attrape. Si vous attrapez la rougeole avant l'âge d'1 an, alors vous avez un risque plus élevé d'encéphalite. Si vous l'attrapez après 1 an, c'est une maladie bénigne. Donc l'âge d'exposition est vraiment important. Aujourd'hui, les gens sont familiers avec ce concept grâce au Covid, parce que nous savons que les patients plus âgés qui contractent le Covid présentent un risque plus élevé de complications graves. Pour les enfants, c'est bénin, mais pour les personnes âgées, ainsi, l'âge d'exposition est vraiment très important. Et les scientifiques du CDC ont alors dit, d'accord, nous allons examiner cela. Ils sont retournés à Atlanta, en Géorgie. Ils ont mené une étude et ils ont constaté que c'était exactement correct. Plus le vaccin était administré jeune, plus le risque d'autisme était élevé. Maintenant, on pourrait dire, eh bien, à ce stade, il devait mener une autre étude de confirmation. Pourquoi ne pas recommander de retarder le vaccin? Ne pas l'administrer, juste le différer jusqu'à ce qu'il soit peut-être plus sûr, ou de le répartir en vaccins séparés. Mais non, ils ont gardé cela secret pendant 14 ans. Des enfants sont tombés malades, ont été blessés, beaucoup sont morts, beaucoup ont eu, je veux dire, des problèmes terribles et insolubles comme l'autisme. Cela leur était égal. Cela leur était égal. Ils ont poursuivi leur politique. Ils ont enterré les données. Ils ont falsifié les résultats. Et c'est l'histoire que le docteur William Thompson, scientifique du CDC, a racontée au monde à travers notre film. Et cela a tout changé. Beaucoup de gens ont alors dit, « Waouh, il y a un problème ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Ils ont réussi à le dissimuler, et ils ont réussi à le dissimuler jusqu'à maintenant. Et je vais simplement conclure là-dessus. Un article est récemment sorti de l'un des docteurs les plus réputés au monde, Peter McCullough, un cardiologue américain, qui est le cardiologue universitaire le plus publié de toute l'histoire. Et il a dit que ce vaccin contre le Covid est un problème. Ensuite, il s'est intéressé au vaccin de manière plus générale. Et son dernier article, qui a passé en revue toute la littérature scientifique, dit, et je vais vous le lire. Il s'agit de 136 articles, dont 12 études comparant des enfants vaccinés et non vaccinés, en examinant leurs résultats de santé. Voici la conclusion, la vaccination combinée et infantile de routine constitue le facteur de risque modifiable le plus important de l'autisme. Voilà, le facteur de risque modifiable le plus important. C'est leur conclusion. Qu'a fait le gouvernement à ce sujet? Rien. C'est donc un véritable problème, car l'intransigeance du gouvernement et les intérêts en jeu dans cette affaire ont, je crois, mis des millions d'enfants en danger, non seulement en Amérique, mais dans le monde entier. Oui, parce que dans bien des parties du monde, j'ai entendu des parents en parler. En Angleterre, j'avais rencontré cette mère qui avait 2 enfants autistes. Elle m'a dit que ses enfants ne sont pas nés autistes, qu'ils l'étaient devenus à la suite de vaccination. En Guadeloupe, j'ai entendu une mère dire la même chose. Donc oui, les parents en ont connaissance. Les parents avaient raison. En tant que docteurs, nous devons faire preuve d'humilité. Nous devons être humbles et écouter ce que les mères, en particulier, ont à dire, car les mères connaissent leurs enfants mieux que quiconque. Oui. Dr Wakefield,
Je le formulerai ainsi. L'autre vous a frappé avec ce qu'il croit être un vulgaire bâton. Au lieu de fuir ce bâton, vous l'avez accueilli comme une canne à sucre. On dirait que vous vous êtes dit, je vais en extraire tout le jus. Et depuis, vous n'avez cessé de presser et de presser encore et encore. Vos films sont des documentaires éducatifs. J'ai regardé Vaxt 2 pendant la période du Covid. J'ai aussi regardé Vaxt 1 ainsi que Who Killed Alex. Vous y fournissez des pépites d'or d'informations pour nous montrer comment des facteurs environnementaux peuvent influencer le développement de l'autisme, pour faire simple. Votre attention se porte sur les dommages causés par les vaccins. Suis-je correct? Oui, absolument. J'ai commencé par réaliser 4 documentaires, puis j'ai vraiment voulu faire un long métrage. Vous savez, basé sur une histoire vraie, dans la lignée de films comme The Insider ou Erin Brockovich, si vous connaissez ces films. Et j'adore travailler avec des acteurs. Alors j'ai réalisé mon premier long métrage, qui s'appelait Protocole 7. Et cela portait sur une fraude au CDC. Pardon, je voulais dire une fraude chez Merck, le laboratoire pharmaceutique. Et encore une fois, cela reposait sur les déclarations et les documents d'un lanceur d'alerte. Cela concernait donc le composant contre les oreillons du vaccin ROR. C'était donc mon premier grand long métrage. Un film a ensuite été tourné en Thaïlande sur le Covid. Et maintenant, nous envisageons de réaliser le prochain film. Et ce prochain film raconte une histoire assez intéressante. J'ai écrit ce scénario en 2012 et je vais vous raconter le contexte, car je pense que c'est assez intéressant. Je suis allé à une conférence sur l'autisme où je donnais une intervention. Excusez-moi. Et là-bas, l'une des mères qui organisait la conférence m'a invité à dîner après. Et pendant le dîner, elle m'a demandé si j'accepterais de lui faire un enfant. Vous pourriez maintenant penser, quelle chose étrange à raconter dans cette émission de radio, et quelle demande encore plus étrange à faire au docteur Wakefield pendant un dîner. Mais non. Son intérêt, son unique intérêt était d'avoir un autre enfant en bonne santé. Elle avait déjà un enfant sévèrement autiste et sa préoccupation n'était pas la passion ni quoi que ce soit de ce genre. Sa préoccupation était, qu'arrivera-t-il à mon enfant autiste lorsque je mourrai? Lorsque je ne serai plus là pour le protéger, qui prendra soin de lui? Ce qu'elle voulait, c'était avoir un autre enfant en bonne santé, un frère ou une sœur qui grandirait et protégerait son enfant autiste. Et ses motivations étaient entièrement sincères. Cela m'a profondément touché. Et je me suis dit, c'est une histoire extraordinaire et je vais l'écrire sous forme de scénario. J'ai été inspiré et je l'ai écrit. Puis j'ai laissé ce projet de côté pendant un certain temps jusqu'à ce que ce soit le moment, et c'est maintenant le moment. Nous avons donc décidé d'en faire un film. Et bien sûr, Hollywood est dans un état catastrophique en ce moment, et les films qu'ils produisent sont absurdes. Nous savions donc que nous allions avoir du mal à trouver les financements. Alors mon assistante m'a dit, vous devez en faire un livre. Alors je l'ai écrit sous forme de livre. Et je savais qu'elle avait raison. Très bien, je vais le faire. Je l'ai donc écrit comme un livre. Et ce livre s'intitule The Bequest. Et The Bequest sort le 26 de ce mois. C'est donc une période très enthousiasmante. Et l'espoir, c'est que quelqu'un lira le livre et dira « Waouh, cela ferait un excellent film ». En fait, quelqu'un l'a déjà fait et souhaite maintenant en faire un film. C'est donc une manière un peu détournée de procéder, mais dans le contexte actuel, c'est ce qu'il faut faire. Voilà donc notre prochain projet.
Et cela traite précisément de cette question que des millions de parents à travers le monde se posent chaque jour. Qu'arrivera-t-il à mon enfant lorsque je ne serai plus là? Le monde ne les comprend pas, ne prend pas soin d'eux et ne les aime certainement pas. Il faut faire quelque chose. Et c'est sur cela que repose cette histoire. Et ce que vous racontez dans cette histoire fait écho avec ce que j'ai entendu des parents d'enfants autistes dire en Guadeloupe. Des parents disant qu'ils préféreraient que leur enfant meure avant eux. Je l'ai entendu. J'ai entendu exactement la même chose, et en fait, lorsque je me suis impliqué pour la première fois dans le domaine de l'autisme, j'ai été confronté à de nombreux cas de suicide et de parents emmenant leurs enfants avec eux dans la mort, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter l'idée de les laisser à la merci d'un monde qui ne les comprenait pas et ne prenait pas soin d'eux. C'était tragique. Très bouleversant. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose à ce sujet. Ce que j'ai constaté avec Vaxd, c'est que lorsque vous portez quelque chose à l'attention du public, cela peut avoir un impact considérable. Nous avons eu une série d'auditions au Congrès des États-Unis, notamment avec le sénateur Ron Johnson, et il a véritablement levé le voile sur de nombreuses problématiques en lien avec les vaccins et l'autisme. Mais il a déclaré que ce qui l'avait convaincu, ce qui l'avait amené à s'intéresser à cette question et à changer d'avis, c'était le film Vaxd. Et j'ai entendu cela à de très nombreuses reprises. Le cinéma est donc un moyen extrêmement important et puissant de transmettre ce type de message. C'est pourquoi c'est quelque chose que je peux continuer à faire pour servir cette cause aussi longtemps que je le pourrai. Félicitations pour ces projets, car ils semblent magnifiques. Et j'ai hâte de lire le livre. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Merci beaucoup. Nous vous en enverrons un exemplaire. Vous devrez nous envoyer vos coordonnées. Le livre sort le 26, et pour tous ceux qui sont sur Instagram, il y aura une fête pour le lancement à 10h, heure locale, c'est-à-dire l'heure du centre des États-Unis. Une fête de lancement, et elle se tiendra à, je vais vous dire où, parce que je ne m'en souviens jamais. C'est à Andrew J. Wakefield. À Andrew J. Wakefield, et il y aura une fête de lancement. Nous allons offrir quelques cadeaux, des t-shirts, quelques objets promotionnels ainsi que des exemplaires du livre. Nous allons simplement passer un bon moment, et je serai présent pour répondre aux questions des parents. Alors, s'il vous plaît? Sur Instagram. D'accord. Alors, s'il vous plaît? Veuillez consulter le compte Andrew J. Wakefield, soit @Andrew J. Wakefield, et nous allons passer un bon moment. D'accord. Pouvez-vous me rappeler la date? C'est le 26 juin. Et c'est à 10h du matin, heure du Texas. D'accord. Je m'assurerai d'être présente. Oui, très bien. J'aimerais maintenant revenir à votre article. Je l'ai lu. Et j'ai vu l'image de ce que vous aviez découvert lorsque vous avez observé les intestins des enfants qui avaient régressé en autisme. Et je la mets en ligne, si cela ne vous dérange pas. Pouvez-vous nous expliquer ce que nous voyons? Bien sûr. Ok. Ceci, lorsque vous réalisez une coloscopie, il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier est l'image visuelle. Qu'est-ce que vous voyez réellement sur l'écran de l'ordinateur? Le second élément concerne ce que vous observez une fois que vous avez prélevé des biopsies, c'est-à-dire de petits fragments de tissu. Que voyez-vous alors au microscope? Vous fixez le tissu dans du formol, puis vous l'examinez au microscope après avoir préparé des coupes histologiques,
à la recherche de signes d'inflammation ou d'autres anomalies pathologiques. Donc, ceci est une image visuelle, et il s'agit d'une image de l'iléon terminal. C'est la dernière partie de l'intestin grêle, juste avant le début du gros intestin, le côlon. Il s'agit donc de l'iléon terminal d'un enfant autiste. Et ce que nous voyons ici correspond à des ganglions lymphatiques enflés. C'est un peu comme les ganglions lymphatiques enflés dans votre cou lorsque vous avez un mal de gorge, mais ici ils se situent dans la paroi de l'intestin. Ils sont donc associés à des douleurs, à une gêne, et parfois qui peut évoluer vers une urgence chirurgicale. Je n'entrerai pas dans les détails, c'est complexe. Mais il s'agit d'une hyperplasie nodulaire lymphoïde, c'est-à-dire un gonflement des ganglions lymphatiques dans la paroi de l'intestin. Et lorsque nous avons réalisé des biopsies de zones comme celle-ci, ou même le côlon lui-même, où nous trouvions souvent également des bandes lymphoïdes enflées. Et au microscope, dans de très nombreux cas, nous avons trouvé des preuves d'inflammation. Qu'est-ce que l'inflammation ? L'inflammation est définie comme une augmentation du nombre de cellules inflammatoires. Et ce que nous avons observé chez ces enfants était une combinaison d'inflammation aiguë, qui correspond à un type de cellule, et d'inflammation chronique, qui correspond à un autre type de cellule. Cela faisait donc partie de la pathologie constante que nous avons observée chez ces enfants et cela contribuerait ou expliquerait certainement leurs symptômes de détresse gastro-intestinale, notamment la diarrhée, les ballonnements, la constipation et tous ces autres troubles. Vous êtes gastro-entérologue. Vous avez donc eu l'opportunité d'observer les intestins de nombreuses personnes. Y a-t-il quelque chose de particulièrement frappant chez les enfants qui ont régressé en autisme? Y a-t-il quelque chose de différent ? Oui, c'est cette combinaison. C'est l'association d'une hyperplasie lymphoïde, c'est-à-dire des ganglions lymphatiques enflés, et d'une inflammation chronique du côlon. Ce sont ces deux éléments réunis. Ce n'est pas aussi sévère que, par exemple, la maladie de Crohn. Cela ne semble pas aussi sévère. Cela ne semble pas aussi sévère que la rectocolite hémorragique dans de nombreux cas. Mais la gravité doit réellement être évaluée en fonction des symptômes présentés par les enfants et de la détresse qu'ils manifestent. Cela peut sembler relativement peu sévère, mais il est évident que cela entraîne une souffrance considérable chez ces enfants. Il a donc fallu un groupe d'experts, composé de pathologistes et de gastro-entérologues pour identifier et caractériser cette maladie. Mais il ne fait aucun doute que lorsqu'on la traite, la disparition de la maladie intestinale s'accompagne également de la disparition des symptômes de l'autisme. Et c'est fascinant. Et cela suggère qu'il existe un élément réversible dans ce processus et qu'il pourrait y avoir un lien entre l'intestin et le cerveau. Ce qui se passe dans l'intestin affecte également, d'une certaine manière, le cerveau. Avez-vous eu l'occasion d'examiner les intestins d'enfants diagnostiqués d'autisme classique? Et si oui, avez-vous constaté une différence entre l'autisme régressif et l'autisme classique? C'est une très bonne question. Beaucoup, et même la grande majorité, des enfants qui sont venus nous consulter présentaient un autisme régressif. Certains avaient clairement des problèmes dès le tout début, mais ils étaient très peu nombreux. Il semblait que les symptômes intestinaux, qui constituaient l'indication pour les investigations, étaient principalement présents chez les enfants présentant la forme régressive de l'autisme. Donc, il reste à savoir si cela s'applique à l'autisme classique à début précoce ou non. Nous ne le savons pas car il existait une tendance à ce que cela survienne chez les enfants présentant une régression. Donc,
Mon hypothèse est que cette maladie intestinale est principalement associée au profil régressif de l'autisme plutôt qu'à l'autisme classique à début précoce. Je vois. Cela remonte à quelque temps maintenant. Mais j'ai eu l'opportunité de lire votre article, l'article que vous avez publié en 1998 avec vos collègues concernant vos observations des intestins d'enfants ayant régressé vers l'autisme après vaccination. Cet article a par la suite été rétracté par le journal. Il est facile à lire, hein? Et votre conclusion comprenait notamment ceci. Nous n'avons pas démontré d'association entre le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole et le syndrome décrit. Des études virologiques sont en cours et pourraient aider à résoudre cette question. Et il y avait une autre conclusion similaire. Nulle part dans votre article, pour autant que je m'en souvienne, hein, j'ai vu un paragraphe disant l'inverse. Nulle part. Je n'ai pas lu que vous disiez que les vaccins causaient l'autisme. Cela n'était pas écrit et j'ai trouvé votre conclusion plutôt prudente. Pourtant, vous avez été accusé d'avoir affirmé que les vaccins causaient l'autisme et vous avez aussi été accusé de fraude. Et un jour, je réfléchissais à votre article. Et quelque chose m'est venu à l'esprit. Si ce que vous avez observé et ce que vous avez mis en évidence révélait quelque chose de plus grand. Laissez-moi vous le formuler sous forme de questions. 2 questions pour vous. Premièrement, sachant que les recherches sur les causes de l'autisme se sont principalement concentrées sur la génétique. Lorsqu'on lit votre article et qu'on apprend pour la première fois que les enfants peuvent régresser vers l'autisme, Dr. Wakefield, qu'est-ce que cela nous dit à propos de la génétique en tant que principal responsable de l'autisme? Qu'est-ce que cela nous indique? Encore une fois, c'est une très bonne question. Et des millions de dollars ont été consacrés à y répondre. Quel est le rôle de la génétique dans l'autisme? Car la pensée dominante était que cela devait être génétique. Cela devait être principalement un problème génétique. La réponse la plus évidente à cela, et cela s'inscrit dans le contexte de l'épidémie d'autisme, est qu'il existe sans aucun doute une épidémie de ce trouble, et ce depuis un certain temps, avec les mêmes groupes utilisant les mêmes critères diagnostiques, constatant des augmentations spectaculaires. Par exemple, au Royaume-Uni aujourd'hui, en Irlande du Nord, un garçon sur 11 est autiste. Un garçon sur 11. Alors, il n'existe pas d'épidémie génétique. Il n'y a pas d'épidémie génétique. On a proposé toutes sortes d'arguments imaginatifs pour contourner cela, mais les épidémies génétiques n'existent pas. Et donc, cela doit être la conclusion de nombreux experts qui soutenaient qu'il s'agissait d'un trouble génétique et qui sont arrivés à la conclusion que cela doit être principalement une maladie d'origine environnementale. C'est aussi ma conviction. Cela ne veut pas dire que la génétique n'est pas importante. La génétique peut modifier la façon dont nous réagissons, la gravité avec laquelle nous réagissons à quelque chose. Néanmoins, ce que nous observons aujourd'hui est très largement une affection d'origine environnementale et, malheureusement, je crois aujourd'hui qu'elle est en grande partie une à laquelle la médecine a contribué. Question numéro 2.
Est-il possible également que les résultats de vos recherches aient eu pour objectif de tirer la sonnette d'alarme afin de nous inviter à accorder une attention sérieuse à ces variables qui avaient été négligées en raison de la forte focalisation sur la génétique? En d'autres termes, les résultats de vos recherches n'étaient-ils pas une invitation à étudier avec plus de profondeur les comorbidités? Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les comorbidités, ce sont ces pathologies associées aux troubles du spectre de l'autisme. En France, la Haute Autorité de Santé recommande leur investigation systématique afin d'éviter les facteurs de confusion, même si nous ne sommes pas encore là. Était-ce une invitation? Absolument. Je veux dire, nos résultats constituaient une invitation à mener beaucoup plus de recherches sur ce sujet. Et c'est ce que nous avons dit. Et à l'époque, comme vous l'avez vu, j'ai demandé la réalisation d'études complémentaires, mon propre programme de recherche a été complètement saboté. Beaucoup des questions que nous avions posées à l'époque, toutes ces questions auraient été résolues depuis des années, au bénéfice des enfants autistes, soit pour confirmer, soit pour infirmer ce que nous disions, d'une manière ou d'une autre, ces questions auraient été réglées. Mais ce ne fut pas le cas. Et les victimes de cet échec sont les enfants et leurs familles. Car nous aurions dû maintenant connaître la réponse. J'ai demandé des recherches supplémentaires. Elles ont maintenant été réalisées par Nicolas Holsch et Peter McCullough, et ils concluent que les vaccins constituent le facteur de risque modifiable le plus important et le plus significatif. Cela peut, selon moi, être évité. Et pourtant, en raison d'intérêts établis, qu'il s'agisse d'intérêts liés au maintien du financement de la recherche génétique ou d'un impératif commercial parce que les fabricants de vaccins sont menacés par ce type de résultats, je ne sais pas, mais il faut que cela change. Cela doit changer. Une population ne peut pas supporter qu'un de ces garçons sur 11 soit atteint de cette manière. Cela doit cesser. Vous avez traité des enfants autistes souffrant de problèmes gastro-intestinaux. Cela vous rappelle peut-être quelque chose? Est-ce la vôtre? Ah, regardez ce petit gars. Voici quelque chose peut être fait. Merci beaucoup d'avoir montré cela. Ce que vous voyez à gauche est un enfant qui a l'air de venir d'une zone de famine en Afrique, n'est-ce pas? Regardez-le, il a un abdomen extrêmement gonflé. Il présente un retard de croissance globale. Sa masse musculaire est très réduite. Il n'a pratiquement pas de muscles aux bras ni aux jambes. La personne qui faisait l'objet d'une enquête dans cette famille était la mère, soupçonnée d'avoir affamé son enfant. Mais derrière lui, on peut apercevoir sa sœur. Elle se tient derrière lui. Elle est parfaitement bien nourrie, heureuse, en bonne santé, et présente un développement cognitif et global normal. La voilà. Cela contredit donc l'idée selon laquelle la mère serait à l'origine du problème. C'est une honte qu'elle ait pu être accusée de cette manière. Et on le voit de profil, de façon encore plus frappante, avec cet abdomen extrêmement distendu. Lorsque vous l'examinez par endoscopie, comme on le voit sur l'image de gauche, vous observez ces petites ulcérations blanches punctiformes. Vous les voyez? Je ne peux pas vous les montrer directement, mais vous pouvez les distinguer. Ce sont de petites lésions, comme les petites ulcérations que l'on peut avoir dans la bouche, des ulcères afteux, extrêmement douloureux et inconfortables. Et cet enfant présentait de multiples ulcérations tout au long du côlon. Et ensuite, il a été traité. La maladie inflammatoire intestinale sous-jacente a été traitée et ensuite revenons à l'image après traitement. Voilà. Et le voici. Maintenant qu'il a été traité, il ressemble à sa sœur. Il est heureux, en bonne santé, il a pris du poids, il sourit. Le monde est devenu un endroit différent pour cet enfant. Et c'est quelque chose que nous avons constaté,
c'était tabou, et aucun gastro-entérologue ne veut désormais s'occuper de ces enfants au Royaume-Uni malgré leur souffrance, en raison d'une très forte résistance politique et de menaces. Et c'est une tragédie pour la médecine que cela ait été permis. Et c'est une tragédie pour les parents. Et nous parlerons de notre exemple, du type de tragédie qui peut survenir en raison de cette focalisation sur la génétique au détriment d'autres facteurs. Nous aurons un exemple que vous connaissez fort bien. Mais entre-temps, avez-vous appris quelque chose de nouveau concernant, puisque vous l'avez mentionné au début, le lien intestin-cerveau à la suite de vos observations chez ces enfants? Oui, j'aimerais pouvoir dire que nous avons beaucoup appris, mais le travail a été, vous savez, en quelque sorte saboté dans ces premières années. Ce que nous envisagions, ce sont plusieurs possibilités, l'une est que l'inflammation de l'intestin et du côlon survenait indépendamment, ou qu'il y ait une inflammation cérébrale, ou encore que quelque chose dans l'alimentation déclenche une réaction immunitaire et une allergie alimentaire si l'on veut, qui aurait ensuite un effet en cascade sur le cerveau en développement. Ou bien, que la réponse inflammatoire elle-même, provoquée au niveau de l'intestin, avait un effet sur le cerveau. Donc, nous envisagions plusieurs possibilités. Et nous avions un programme de recherche systématique qui aurait permis d'apporter un certain éclairage sur cela. Et aujourd'hui, je dois dire que de très bons et courageux médecins en Amérique et ailleurs ont poursuivi ces travaux en étudiant le rôle du microbiote intestinal chez ces enfants. Quel est le profil des bactéries intestinales? Est-il normal ou anormal? En quoi est-il anormal, le cas échéant? Et comment peut-on y remédier? Et cela a été une ligne de recherche très fructueuse. Et des médecins comme le Dr Azam à Los Angeles ont étudié le microbiote et corrigé les anomalies du microbiote qu'ils avaient identifiées, ce qui aurait conduit, selon eux, à une amélioration clinique. C'est donc un domaine de recherche très passionnant. Nous devrions avoir des réponses maintenant. Cela aurait dû être fait il y a de nombreuses années, mais cela n'était pas dans l'intérêt du gouvernement ni des entreprises pharmaceutiques. Oui. Dans certaines de vos vidéos, vous décrivez les améliorations que vous avez observées après avoir traité l'inflammation intestinale chez les enfants atteints de TSA. Et vous avez également dit que vous avez constaté ces améliorations encore et encore. Pouvez-vous dire à notre audience quelles étaient ces améliorations, quoique nous en avons déjà quelque peu discuté, ainsi que la manière dont vous avez pu réussir sur une voie que de nombreux professionnels de santé ne connaissent peut-être même pas l'existence. Nous en sommes arrivés là en écoutant les parents. C'était très simple. Il n'y avait rien de particulièrement ingénieux de notre part. Les parents nous disaient, dans de nombreux cas, que leur enfant semblait montrer une amélioration significative lorsqu'il suivait un régime alimentaire excluant le gluten ou la caséine. Donc le gluten provenant des produits à base de blé, et la caséine provenant des produits à base de lait de vache, et cela peut entraîner une amélioration. Et la première chose que nous observions, ou qu'ils observaient, c'était le sommeil nocturne. Les enfants avaient souvent des rythmes de sommeil très perturbés et ils les mettaient notamment à un régime sans caséine, et les enfants commençaient à dormir. Ensuite, ils s'amélioraient de plus en plus. Plus l'enfant était jeune, plus le degré d'amélioration était important. Et cette amélioration se manifestait par un enfant plus calme, moins stressé, avec moins de battements répétitifs des mains, flapping, et un meilleur sommeil, et ils commençaient tout simplement à se souvenir de mots qu'ils avaient utilisés autrefois, 5 ans auparavant dans de nombreux cas. Les mots revenaient progressivement. Et c'était fascinant. C'était un véritable effet de provocation, car si ensuite l'enfant arrêtait le régime ou faisait un écart alimentaire, par exemple en allant à une fête d'anniversaire et en mangeant quelque chose qu'il n'aurait pas dû manger, alors il régressait de nouveau. Et lorsqu'il régressait,
Cela durait 1 ou 2 semaines avant qu'il ne s'améliore à nouveau. Mais le régime devait être respecté à 100%. Et c'est beaucoup demandé aux parents. Cependant, lorsqu'ils constataient les bénéfices, il leur devenait beaucoup plus facile de respecter le régime. Le régime constituait donc une première approche. Et puis il y avait aussi, lorsque nous avons traité l'inflammation avec des anti-inflammatoires classiques que nous utiliserions dans la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, encore une fois, nous avons observé le même type d'amélioration. Maintenant, vous pourriez dire, non sans raison, eh bien, il s'agit simplement de réduire l'inflammation dans l'intestin et de permettre à l'enfant de se sentir mieux, donc il coopère mieux, il se comporte mieux et ne manifeste plus autant de comportements perturbateurs. Mais l'ampleur de l'amélioration, en particulier l'amélioration cognitive, la récupération de souvenirs, l'utilisation de mots qu'ils avaient employés de nombreuses années auparavant, suggérait qu'il y avait plus que cela, cela laissait penser qu'il existait une certaine interaction entre l'intestin et le cerveau, qui allait au-delà du simple fait que l'enfant se sente mieux. C'était donc fascinant, et c'était quelque chose que nous étions très désireux d'étudier plus en profondeur. Donc, il s'agissait d'observations anecdotiques. Nous essayions de les intégrer dans le cadre d'un essai clinique. Mais, encore une fois, comme je l'ai dit, ce travail a été interrompu prématurément. Mon espoir est que d'autres personnes poursuivront ces recherches et d'autres dans de nombreux cas, poursuivent déjà ces travaux aujourd'hui. Ainsi, des actions peuvent être entreprises et ces enfants peuvent être aidés. Et comme je le dis, plus l'intervention est précoce, meilleurs sont les résultats. Mais depuis, vous avez été réhabilité par plusieurs de vos collègues. Par exemple, des docteurs comme Dr. Kriegsmann ont obtenu des résultats similaires aux vôtres. Alors, qu'en pensez-vous? Après toutes les difficultés, tous les ennuis, maintenant vos collègues ont saisi l'opportunité et disent, vous voyez, il avait raison. Oui, ce n'est pas dans ma nature de dire « je vous l'avais bien dit ». Mais c'était juste. C'était juste. Et cela a désormais été démontré. Et il existe évidemment une énorme réticence, de la part du courant dominant, à dire « d'accord, il avait raison », parce que ce n'est pas ainsi que fonctionne le courant dominant. Le courant dominant ira jusqu'à la tombe en croyant qu'il avait raison et que les autres avaient tort. Et c'est regrettable, mais c'est ainsi que va le monde. C'est ainsi que cela a toujours été, en particulier lorsqu'il existe des intérêts commerciaux établis et une responsabilité potentielle. C'est donc un autre sujet épineux. Comment je le ressens? Vous savez, tout le harcèlement, toutes les attaques qui sont présentées comme personnelles, cela ne me concerne pas moi. Et c'est une prise de conscience que j'ai eue. Ce n'est pas à propos de moi. On essaie de faire croire que c'est à propos de moi, vous êtes un fraudeur, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Il s'agit de quelque chose de bien plus important. Il s'agit de ces enfants qui n'ont pas leur mot à dire sur ce qui leur est arrivé, et qui sont pourtant les victimes, tout comme leur famille. Et c'est quelque chose de bien plus important qu'Andrew Wakefield. Donc je peux vivre avec cela. Ce n'est pas un problème. Je sens que c'était je sais que c'était la bonne chose à faire. C'est pour cela que j'avais choisi de faire médecine. Et ce n'est pas quelque chose que je pourrais abandonner, je ne pouvais pas faire cela, donc c'est simplement une partie du cycle de la vie. Vous savez, c'est ainsi que fonctionne la science, malheureusement. Elle ne sert pas toujours les intérêts de ceux qui sont concernés, en l'occurrence les familles, et surtout les enfants. Donc je peux vivre avec cela. Vous savez, si je peux dire à mes enfants sur mon lit de mort que j'ai fait ce qu'il fallait et que vos enfants et les enfants de vos enfants sont en bonne santé en conséquence, alors c'est bien. C'est beau. Quelle est l'importance pour les parents d'explorer par exemple les infections parasitaires et les problèmes gastro-intestinaux chez les enfants? Et qu'importe la réponse, pourquoi? Oui, je pense que c'est extrêmement important. Je pense que l'information doit être simplifiée et présentée sous une forme claire pour que les parents puissent dire « oui,
Je reconnais cela chez mon enfant. Car les symptômes peuvent être aussi subtils que le fait de se cogner la tête. Non, ça ce n'est pas subtil. Mais vous savez, lorsqu'un enfant souffre, il peut se frapper la tête, c'est comme une manière d'essayer, d'une certaine façon, d'échapper à cette douleur. Nous voyons des enfants s'appuyer contre des meubles. Ce n'est pas un comportement anormal. C'est un enfant qui exerce une pression sur son abdomen afin de réduire la douleur. Donc, si vous observez ces symptômes chez votre enfant, s'il ne dort pas bien la nuit, s'il se réveille en état de détresse, est-ce qu'il souffre? Cela doit être exploré, car vous avez affaire à un enfant qui ne peut pas vous dire « Maman, j'ai mal, j'ai une douleur, et qu'elle vient d'ici. » Donc, soyez attentifs, soyez extrêmement attentifs au fait que cela peut être le cas. Et la difficulté, bien sûr, est de trouver un médecin compréhensif. Qui va dire « D'accord ». Jusqu'à preuve du contraire, votre enfant présente une affection inflammatoire sous-jacente. Nous allons l'explorer et mener les investigations nécessaires. Et si les médecins avaient, tout comme vous, lu la littérature scientifique correctement, lu les articles correctement, ils seraient, je pense, beaucoup plus enclins. Là, je parle des docteurs, beaucoup plus enclins à examiner ces enfants de manière approfondie. Mais cela est en train de changer. Mais je crois que nous pouvons atténuer beaucoup de souffrance si nous accordons davantage d'attention à ce que dit la mère. La mère sait mieux que quiconque. C'est tout. Oui, exactement, exactement. Le cas d'Alex peut-il servir d'exemple pour montrer à quel point il est important de prendre en compte et d'explorer l'aspect médical de l'autisme? Absolument. Le cas d'Alex Bordelkes était le témoignage de l'échec total de la pratique médicale actuelle dans le contexte de l'autisme. Il a été mis sous 28 médicaments psychotropes. Ses bras et ses jambes étaient attachés, menottés, à un lit en unité de soins intensifs. Il était violent, et cette violence était induite, voire provoquée, par les médicaments qui lui avaient été prescrits. La médecine s'est trompée à chaque étape, et la conséquence de cela a été que sa mère l'a tué puis a tenté de se suicider, car elle ne pouvait plus supporter la situation. Je ne porte pas de jugement sur ces choses. J'ai vu trop de souffrance pour supposer que, si j'étais à leur place, j'agirais différemment. C'est absolument tragique. L'échec n'est pas celui de la mère, mais celui du système. Et la seule chose positive qui en est sortie, était que, et ce n'est pas une histoire, je vais vous raconter une histoire. Concernant, le film est sorti. 4 ans plus tard, elle était en prison, en attente de jugement. Elle n'avait toujours pas été jugée. Et son avocat a reçu un appel du procureur de l'État de l'Illinois. Donc, le gars chargé de l'affaire condamné à la prison à vie. Et il a dit, « Nous comprenons qu'un film a été réalisé à ce sujet. Nous aimerions le voir. » Et son avocat m'a dit, il m'a dit cela. J'ai envoyé ma dernière copie du film. 2 semaines plus tard, il m'a rappelé et il a dit, « Nous ne pouvons plus poursuivre cette affaire de la même manière. Elle sera libérée de prison la semaine prochaine. » Wow. C'est cela, le pouvoir du cinéma. Voilà le pouvoir, pour la première fois dans l'histoire juridique américaine. Le cours d'une affaire de meurtre présumé, a été modifié par la vérité telle qu'elle a été présentée dans un film. Et cela m'a fait réaliser à quel point ce médium est puissant. Et donc, s'il y avait quelque chose de positif dans cette histoire tragique, c'était la volonté du système judiciaire de regarder cette histoire et de dire « Waouh, nous nous sommes totalement trompés. » Et elle a été libérée. Donc, C'est beau, c'est vraiment beau. Ce film est bien réalisé et vous montrez comment le système médical, en fait le système, a fait du tort
à l'enfant et à la mère. Oui, à l'origine, cela devait être une émission de télé-réalité. Puis cela s'est produit, et nous l'avons filmé au fur et à mesure, et nous nous sommes dit, mon Dieu, Seigneur, cela doit être transformé en film. Et c'est ainsi que tout a commencé. Et c'était mon tout premier film. Et depuis, il n'y a plus de retour en arrière. Oui, et vous y montrez aussi l'importance de l'alimentation. Oui, en effet. Yeah. Une introduction très précieuse au cinéma pour moi et pour... Oui, oui, magnifique. Comment définiriez-vous l'autisme aujourd'hui, docteur Wakefield? Oh là là. Comment je définirais aujourd'hui l'autisme? L'autisme est un trouble complexe, neurologique et systémique, qui est souvent associé à une exposition environnementale et un ensemble de signes, de symptômes et de résultats cliniques suggérant un processus inflammatoire chronique qui est traitable et peut conduire à la résolution des symptômes. C'est une épidémie et elle a une cause environnementale. Tout à fait, tout à fait. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Avez-vous quelque chose à ajouter qui serait important et pertinent pour la communauté autiste? Un point que vous souhaiteriez aborder? Eh bien, j'aimerais dire, surveillez notre prochain film, il s'appelle The Big Quest, ce sera après la sortie du livre. Écoutez, je vais vous envoyer un exemplaire du livre. Faites passer le mot largement. Nous devrons peut-être le faire traduire en français. Et nous triompherons. Il y aura du progrès. Nous réussirons. Nous devons simplement nous rappeler qu'il s'agit de quelque chose de bien plus important que nous-mêmes. Et Homer, en particulier, je suis arrivé à ce point grâce à vos instincts, et ils avaient raison. Alors faites-leur confiance. Parce qu'ils vous ont servi, ils vous ont bien servi, donc... Oui, ce sont mes derniers messages aux mères. Merci. De rien. Avez-vous des documentaires en français? Aucun d'entre eux n'est encore en français? Vous savez, certains ont certainement été traduits, j'en suis sûr. Je pense que si les gens vont sur wakefieldmediagroup.com alors, les films sont disponibles là-bas. Et je pense que beaucoup d'entre eux sont disponibles dans différentes langues, donc wakefieldmediagroup.com. Ok, d'accord. Pour conclure, avez-vous un message d'espoir pour les parents et les professionnels de la communauté de l'autisme? Si oui, quel est votre message? Mon message est qu'il existe un nombre croissant de médecins et de scientifiques qui vous croient, qui savent que vous avez raison, que vos instincts sont justes et l'ont été depuis très longtemps. Et ils sont désormais en accord avec vous, et le changement viendra. C'est trop lent. Cela aurait dû arriver il y a bien longtemps. Mais grâce à votre persévérance et à l'amour que vous portez à vos enfants, cela finira par arriver et le monde sera meilleur. Il est simplement regrettable que nous ayons dû, et que vous ayez dû traverser tout cela jusqu'à ce point. Mais, encore une fois, parents, faites confiance à votre instinct. Dr. Wakefield, est-ce votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Merci beaucoup de m'avoir reçu. J'apprécie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ces pépites d'or d'informations que vous avez gentiment partagées avec nous. L'autisme autrement, pour ceux qui sont prêts à faire la différence. Merci. Au revoir et merci encore. Keep going. Thank you. Will do. Bye bye. Bye bye. D'un iceberg. Vous
Vous êtes prêts, vous qui nous avez rejoints. Vous êtes prêts à aller dans les profondeurs de l'iceberg. Quel autisme! Vous êtes prêts pour ce voyage hors du familier. Enrichi met en lumière les défauts potentiels des perspectives sur l'autisme. Un savoir qui peut potentiellement vous aider à faire évoluer votre perspective de l'autisme hors des sentiers battus. Et plus encore, car vous êtes prêts et disposés. Votre présence n'est pas un hasard, mais simplement un témoignage que vous êtes prêts à regarder au-delà de cette barrière également appelée autisme. Vous êtes prêts, vous qui nous avez rejoints. Vous êtes prêts à aller dans les profondeurs de l'iceberg. Quel autisme! Vous êtes prêts pour ce voyage hors du familier. Vous êtes prêts à vous asseoir et à nous écouter attentivement. Vous êtes prêts à nourrir votre esprit avec des aliments sains et délicieux. Vous êtes prêts à nous rejoindre dans ce beau voyage afin que l'autisme, vu autrement, se manifeste de plus en plus. Vous qui m'avez rejoint, êtes prêts à aller dans les profondeurs